Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour ce troisième webinaire donc de notre cycle de webinaires Ville durable et bâtiments innovants. Donc, quelques mots pour introduire le webinaire et pour introduire pour ceux qui ne connaissent pas le PEPR VDBI. Donc, le PEPR VDBI, c'est donc un programme prioritaire pour la recherche, un programme national de recherche sur la ville durable et le bâtiment innovant. Le but de ce programme, c'est de mobiliser et structurer la recherche française sur les villes durables et le bâtiment innovant, de créer de nouvelles connaissances et de transférer ces connaissances aux donneurs d'ordre et voire de préparer des outils pour les donneurs d'ordre publics et privés et pour les acteurs de la ville en général. Donc le PEPR VDBI, c'est un programme sur 8 ans et qui aujourd'hui, après un premier appel à projet, a déjà 8 projets nationaux qui sont financés et qui couvrent des thématiques larges qui vont de la végétalisation à la pollution, à la transformation du patrimoine bâti et aux eaux usées, et qui rassemblent 288 chercheurs dans 70 laboratoires différents. Le PPR Ville durable et bâtiments innovants, c'est aussi 3 centres opérationnels sur lesquels nous appuyons notre action. Ces 3 centres opérationnels vont venir apporter des connaissances et des outils de manière transversale à l'ensemble des projets financés par le PEPR VDBI, mais aussi plus largement à la communauté de recherche et aux partenaires extérieurs, collectivités locales et entreprises. Donc, nos 3 centres opérationnels sont le centre opérationnel MESAP sur l'évaluation des politiques publiques, le centre opérationnel MICIB sur la modélisation et le centre opérationnel SIVDBI, système d'information pour la ville durable et le bâtiment innovant. Donc, celui-ci va vous être présenté par son directeur, Feriel, et par l'ensemble de l'équipe. Donc, je m'arrête là. On va passer à la partie plus intéressante et je te cède la parole, Feriel. Ça marche, merci. Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Farel Goulamoussen. Je pilote le projet Système d'information ville durable et bâtiments innovants dans le cadre du programme équipement prioritaire de recherche. Et donc je suis accompagné de l'ensemble de mes collègues de l'équipe. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Super. Euh, L'idée de ce webinaire, effectivement, c'est de vous présenter un petit peu le centre opérationnel. Et aussi montrer quels sont les premiers travaux qu'on a menés dans le cadre du centre opérationnel, enfin que mes collègues ont mené, parce qu'en fait, ce sont mes collègues qui euh, travaillent de manière opérationnelle et scientifique sur ce projet. A priori, la présentation va durer une trentaine de minutes grand maximum, et puis on laissera place un peu à des questions si vous en avez, voilà, pour arriver à 14 heures, a priori la fin de ce webinaire. Alors, voilà, un petit peu voilà, une présentation un peu générale, hein, celles et ceux qui étaient là au, au colloque annuel qu'on avait fait au Sénat. Voilà, vous avez déjà eu une grande partie de l'activité, de présentation de l'activité et des questions que l'on se pose. Pour les autres, je vous ai mis une slide là qui voilà, vous explique un petit peu ce que l'on fait, hein. L'idée, c'est d'accompagner principalement, mais pas uniquement, principalement les projets de recherche qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet dans le PEPR. Et on propose un peu à l'instar de ce que peuvent faire des unités d'appui à la recherche qui sont constituées dans des établissements enseignement supérieur ou à l'échelle nationale ou dans des TGIR. L'idée, c'est de mettre à disposition des données en fonction des questionnements que l'on peut se poser sur les projets de recherche ou dans les équipes de recherche, de mettre à disposition et d'essayer de trouver des méthodos qui sont adaptés pour traiter, croiser, analyser des données qui sont variées. Quand je dis variées, quand on parle de l'urbain, c'est très varié, hein. C'est des données quantitatives, des données qualitatives, des données multi-échelles,
Euh, on a vraiment là, dans le cadre de ce programme, des données qui sont vraiment, vraiment très différentes les unes des autres. On peut aussi mettre en relation avec des acteurs du territoire en fonction des problématiques posées, que ce soit des collectivités ou d'autres chercheurs ou des associations que, on a déjà dans notre besace dans le cadre du SIVDBI. Mettre en lien aussi avec les autres centres opérationnels ou quand on a détecté sur des projets des similitudes ou des points d'accroche aussi avec des collègues qui sont sur les projets. L'idée aussi, c'est de pouvoir diffuser des bonnes pratiques et des résultats et de structurer une communauté d'utilisateurs autour de l'ouverture de la donnée. Ça, c'est une demande très particulière et très précise de l'ANR du SGPI, à la fois de structurer une communauté de chercheurs et d'utilisateurs. Utilisateurs, c'est au sens large, hein. Ça va du chercheur jusqu'à l'habitant, les associations, les élus, c'est l'ensemble des parties prenantes autour des données et des algorithmes qui vont être ouverts dans le cadre du projet, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on entend par données pour la ville et les bâtiments? Alors, je vous l'ai dit, hein, ce sont des données qui sont très hétérogènes, euh, quali, quanti, des données géographiques, statistiques, des données qui peuvent être des données de santé, parfois avec les problématiques que ça pose. On a effectivement des difficultés, et on l'a toutes et tous, pour croiser des données qui sont très hétérogènes. C'est parfois même impossible. Et d'ailleurs, je crois que dans la visio, et j'ai cru voir Julien Soula, non, j'ai vu, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il nous a présenté lors du colloque au Sénat des méthodos qui permettent, donc Julien Soula du CSTB, des méthodos qui permettront et qui permettent déjà de croiser des données hétérogènes grâce à la sémantique. C'est des sujets sur lesquels on va avancer aussi dans le cadre du SIVD. Des données qui sont qualitativement très variables, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite les données que l'on souhaiterait pour pouvoir les traiter. Et donc, on vient aussi pour pouvoir regarder dans quelle mesure on est capable de remettre en qualité des données. On a aussi parfois des données qui ont été collectées pour un objectif, qu'on veut réutiliser pour un autre objectif. On n'a pas nécessairement l'ensemble des données qui nous permettent de les traiter parce elles n'ont pas été collectées pour le bon usage ou l'usage que l'on souhaite en faire. On a rarement des croisements sémantiques qui existent et on a des corpus de données qui peuvent être extrêmement volumineux. Je pense à des données de type LIDAR, HD que fait l'IGN, c'est extrêmement volumineux. Et donc, il faut être en capacité de traiter ça. Alors, on a effectivement imaginé une solution technique. Alors, c'est pas nous qui l'avons complètement imaginé, même si on a fait un premier POC il y a quelques mois maintenant. L'idée, c'est de pouvoir mettre dans une même structure technique des données qui sont variées qu'on peut traiter rapidement, en volume, et l'ensemble de manière soit structurée, soit non structurée, soit semi-structurée. Quand on regarde les données qu'on a à disposition, elles ne sont pas toujours structurées comme on l'entend, et donc cette variété de structuration de données, de non-structuration des données, nous a amené à mettre en œuvre un outil basé sur des technologies qui permettent voilà, des technologies big data. Et c'est là le changement de paradigme que l'on propose, nous, sur le SIVDBI, c'est de pouvoir mettre des données très hétérogènes et très variées, très volumineuses, dans un système qui va permettre de manière agnostique de les croiser avec des algorithmes qui sont adaptés. Voilà. Donc ça a l'air comme ça un petit peu jargonneux, mais quand l'outil va sortir a priori au mois de septembre, enfin, vous allez pouvoir constater par vous-même. Alors, on a une équipe, hein, alors il y a les outils, mais il y a les gens, et moi je préfère les gens aux outils. Euh, on a dans l'équipe des collègues qui sont nos expertises autour de la donnée territoriale et de la donnée urbaine, hein. L'idée de l'équipe, c'est de venir en appui au projet et aux autres équipes à l'échelle nationale, hein.
pour gérer ces données, les documenter, les traiter, les valoriser, en vue notamment d'avoir des approches interdisciplinaires. Et quand on dit, nous, approche interdisciplinaire, c'est pas au sens des disciplines comme on l'entend à l'université, parce qu'on se met, nous, plutôt à la place de collectivités ou d'acteurs, de parties prenantes de terrain. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de mettre en lien des chercheurs, des technos et des territoires. Voilà. Et là, pour le coup, on est dans les objectifs du programme équipement prioritaire de recherche, décilotés entre les différentes parties prenantes. Donc voici l'ensemble de l'équipe. Donc en tout, nous sommes 8. Je pense que les collègues vont prendre la parole après aussi sur un certain nombre de thématiques. Donc Ophélie Templier, qui est ingénieure de recherche en analyse spatiale, Tasnim Louartani, qui est ingénieure de recherche en géomatique, Lisa, qui s'occupe de toutes les tâches administratives et financières sur les projets ANR. Voilà, il y en a beaucoup. Lou Amoni, qui est chargée de mission data et qui notamment fait le lien avec les collectivités territoriales, voilà, euh, et les opérateurs et les entreprises. Cécile Di Folco, qui est ingénieure de recherche en statistique, et Jarbas Agra, qui est ingénieur de recherche en data visualisation, donc il a plutôt un profil de designer. Et Elliot Leclerc, qui est chargé de communication, qui est alternant avec nous et qui se charge de la communication du projet. Alors, moi, pour rassurer aussi les personnes qui sont connectées, là, l'idée, ce n'est pas de centraliser l'ensemble des données qui sont chez les opérateurs ou dans les entreprises. C'est typiquement, on ne va pas centraliser l'ensemble des données de l'IGN, mais il faut qu'on ait, ou de l'ADEME, il faut qu'on ait la capacité de repérer, et c'est là où on va avoir besoin de l'ensemble des parties prenantes, de repérer des données qui peuvent nous être utiles, de les qualifier, de les stocker et de les mettre à disposition des équipes de recherche en fonction des questionnements qui sont posés. Et là, on commence à s'apercevoir, parce qu'on le savait déjà, hein, qu'il manque beaucoup de données. Que beaucoup de données ne sont pas à disposition des opérateurs ou de collectivités territoriales. Et donc, on s'attache maintenant à faire en sorte de pouvoir avoir accès à ces données. Avoir accès à ces données, ça ne veut pas dire de faire en sorte que ces données soient ouvertes. C'est qu'elles soient à disposition des projets et des équipes pour pouvoir travailler dessus. De la même manière, sur la question de l'identification des données, de la même manière, moi j'aurais rajouté des algorithmes aussi, parce qu'il y a aussi des algorithmes, voilà, il y a des données et algorithmes. Il y a aussi des outils et des ressources qui peuvent être mobilisés, des méthodos, etc., qu'on commence à mettre à disposition. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, et c'est l'objectif du programme, c'est un des objectifs du programme des cloisonnés, entre recherche, territoire et des différentes technologies, à la fois d'être en capacité d'animer un réseau de chercheurs, et c'est ce que fait, et c'est notamment la mission d'Ophélie Templier dans le cadre du projet, afin de regarder dans quelle mesure est-ce on est capable d'adopter de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes et de pouvoir agréger de la connaissance. De nouvelles technologies parce qu'on met en œuvre un système d'information qui est basé sur les technologies qui sont récentes et nouvelles, et donc ça va nécessiter d'accompagner les collègues en vue d'utiliser ces nouvelles technologies-là, et des territoires pour trouver des terrains d'études et diffuser les méthodes et les outils qui sont les résultats de la recherche à l'échelle nationale. On a déjà mené un certain nombre d'actions. Moi, je peux peut-être, si les collègues veulent en parler, peut-être Lou, Tasnim, peut-être qui avait travaillé plutôt sur les. Mais moi, je veux bien le faire, hein. Lou, tu veux peut-être dire quelque Non, chose? non, vas-y, présente Ferial, ça sera plus simple. En fait, ok. En fait, on s'est vite aperçu en début du projet que euh, les parties prenantes, quels qu'ils soient, et notamment les habitants et les services dans les collectivités territoriales, disposent d'informations que l'on peut capitaliser en données, voilà, afin de les traiter.
ou dispose des données, ou dispose de problèmes que l'on serait en capacité de résoudre. Et donc, les collègues dans l'équipe ont imaginé euh, un format d'atelier qui a fait l'objet d'une communication à Vancouver par Lou, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Euh, donc ça s'appelle la fresque de la donnée urbaine. En fait, ce sont des ateliers d'intelligence collective qui mêlent des publics qui sont différents en vue à la fois d'en sortir des problématiques et aussi de pouvoir les formuler et de regarder comment est-ce qu'on peut mobiliser des données qui existent ou d'aller imaginer de collecter des données qui n'existent pas encore. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, ou peut-être? Non, non, c'est très bien. On en a fait 10 des fresques de données urbaines. C'est un projet qui est terminé aujourd'hui puisqu'il a fait l'œuvre d'une d'une publication. Et c'est un atelier qu'on a monté à la base avec Ophélie Templier. Et tous les kits sont ou vont être publiés sur notre site internet en libre de droit. Voilà. Oh oui, c'est bon, ils le sont disponibles. Super. On vous enverra le lien. Emmanuel, si tu es OK, on enverra le lien du kit. Euh, Ensuite, ça fait d'ailleurs écho à des discussions que j'ai eues avec pas mal de collègues qui sont sur les projets sélectionnés dans le cadre des appels à projets. Euh, L'idée aussi, c'est ne pas être uniquement dans les données sans avoir des contextes, disposer de contextes, notamment des contextes quand on parle de territoire, d'aménagement, etc., un contexte qui est souvent motivé par le sensible. Et donc l'idée là, c'est de pouvoir monter aussi des méthodes qui permettent d'allier les questions de ressenti sur un territoire et comment et leur objectivisation. Là, on a fait aussi plusieurs travaux de terrain, un qui a été fait en cas de la Géonite, un autre qui a été fait à Blois aussi par Lou et je crois Ophélie aussi, il me semble, et Tasnim. Et là, pareil, si vous avez quelque chose à rajouter, moi je suis preneur aussi hein, pour les collègues qui nous suivent. Lou, Peut-être Ophélie, Jarbas, tu peux parler Jarbas. des microcartographies. Ouais. Ouais. Vous voyez là la première carte là, la Loire, c'est un projet qu'on est en train de finaliser. On va envoyer au musée de Marseille, MUSEM. Et en fait, on travaille, Lou, Tasnim et moi. euh, c'est basé sur des promenades que Lou a faites pendant le confinement. C'est ça, Lou? Oui. Et l'idée, c'est de justement de utiliser ces données qui sont plutôt ces données subjectives, des données sensibles, et transformer ça dans de visualisation. Et on propose ça, une carte. D'un côté, on voit le territoire, les schémas qui Lou a fait. Et de l'autre côté, on n'a pas les images ici, mais on a dessiné les quatre schémas en détail en utilisant des dessins, des textes, des photos et aussi des données qui Tasnim et Lou ont récupérées de Eau-France, de France Météo, je crois. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer comment la possibilité d'appliquer tous ces données subjectives et passer un peu ces sensations. Il y a toute une problématique derrière, mais je crois que là, Lou, elle pourrait parler mieux que moi. Moi, j'étais plutôt sur la production visuelle. Oui, oui, c'est comment est-ce qu'on croise des données qui sont pas, qui sont très qualitatives, voire pas du tout numérisables, avec des données issues des grands fournisseurs de données nationaux. On pourra en reparler plus en détail puisqu'on va faire d'autres ateliers sur ce sujet. Ok, merci. Un autre projet qui fait aussi là l'objet une future communication là, autour de l'accessibilité des services dans les communes en France, notamment les villes moyennes.
autour de l'idée de la ville du quart d'heure. Ophélie a travaillé sur ce sujet-là. Pourquoi? Alors on va dire, oui, alors la ville du quart d'heure, c'est des mobilités. C'est pas nécessairement dans le scope de VDBI. Néanmoins, il est quand même nécessaire de s'interroger au regard de l'aménagement actuel des communes en France, de l'accessibilité des services. On fait lire rajoute des services régulièrement pour regarder comment est-ce qu'elles sont accessibles, notamment à pied, et comment est-ce que la ville est en capacité de se réaménager au regard de ces cartographies qui sont bah, nécessairement dynamiques. Et là, je peux aussi te laisser, Ophélie, présenter notamment ton travail. Il n'y a pas grand-chose nécessairement de dire de plus dessus, hein. Voilà, c'est une application web de carto interactive qui permet de calculer plusieurs indicateurs d'accessibilité au sens proximité, hein, plutôt pas au sens accessibilité PMR et tout ça, même si ça devrait venir après, il faut que je m'en occupe. Euh, voilà, effectivement, bah, pour caractériser dans ces milieux urbains qui sont pas métropolitains, euh, quel, voilà, qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'aménagement futur de ces villes-là en fonction de cette donnée-ci, euh, en sachant que c'est un endroit, c'est des types de villes qui sont de plus en plus, en fait, qui deviennent de plus importantes de manière générale, qui sont en croissance de population souvent et qui sont en train d'être dynamisées par plein de programmes avec euh, comment dire, la Banque des territoires et tout ça, les actions cœur de ville et maintenant les démonstrateurs ville durable. Euh, donc voilà, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est- Ce sera développé avec des versions ultérieures, avec des indicateurs plus complexes, un peu mieux, mais pour là, c'est très sympathique et ça pourrait être mis à disposition. Ça permet de regarder un peu partout, pour la plupart des communes de France qui ont au moins quelques services d'éducation, de santé et tout ça. Euh, voilà, à quel point les quartiers sont accessibles à la population ou pas, en prenant en compte la densité de population et d'autres variables plus tard, ensuite. Voilà, Des c'est un données petit socio. démonstrateur de choses qu'on peut faire qui sont Et intéressantes. puis ça permet aussi de mettre du contexte. Voilà. Quand Mhm. on peut mettre, on voit assez régulièrement dans le cadre des projets d'aménagement, quand on dit, bah voilà, on va mettre 1500 logements à cet endroit-là, eh bien, ça signifie quoi en termes d'accès aux services publics, d'accès au commerce, d'accès à la santé, etc. Et donc, ça permet aussi d'aider un petit peu à la décision euh, avec un outil aujourd'hui qui est celui-là, mais qui pourrait très bien évoluer comme un outil qui permettra de simuler aussi, bah, si on change les données et on met 1500 logements à cet endroit-là, eh bien, qu'est-ce que ça donnerait en termes d'accès à un certain nombre de services en ville. Euh, L'autre action qu'on a menée, c'est Cartodoc. Et là, c'était Cécile qui avait, il me semble, hein, qui avait travaillé là-dessus avec la ville de Paris. L'idée, effectivement, initiale, c'était de pouvoir regarder dans des collectivités, notamment, ça c'est Paris, une grande collectivité comme Paris, euh, de regarder quels sont les travaux de recherche et les structures qui ont été impliquées dans le cadre des recherches qui ont été menées sur le territoire parisien, en vue de faire en sorte que la ville de Paris puisse capitaliser dessus. Là, Cécile, je peux te laisser aussi évoquer ton projet. En effet, bah, du coup, oui, c'était une demande de la DTEC de la ville de Paris pour avoir une meilleure visibilité sur leurs travaux de recherche, sur leur potentiel
sur des potentiels experts de la ville de Paris que ils auraient, enfin, dont ils seraient pas forcément au courant. Et l'idée, c'était de faire ça de façon automatique, d'où le lien avec les données, et de proposer un outil accessible facilement pour visualiser tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est en partant de la liste des doctorants qu'ils ont financés, on a fait une extraction automatique de toutes les publications, de tous les co-auteurs impliqués, des structures, et on l'a visualisé, voilà, sous la forme d'un petit graphique. Donc là, on a juste une petite capture d'écran, et, euh, et du coup, ça permet, voilà, ça devrait permettre également aux doctorants de mieux valoriser leurs travaux, de voir un petit peu ce qui a déjà été fait sur la ville. Et donc voilà, ça c'est un exemple de projet qu'on a fait avec la ville de Paris. Merci Cécile. On pourra intégrer aussi, bien sûr, euh, les- quand on fera les évolutions, les travaux de recherche du PEPR qui sont sur la ville de Paris. Oui, et puis pourquoi pas d'autres villes aussi ou des métropoles qui seraient, sur lesquelles on pourrait intervenir ou sur lesquelles des projets du programme pourraient, vont intervenir. Euh, le projet, je crois que c'est le dernier, me semble-t-il. Ça, c'est rentré. Le dernier des projets qui est en cours, donc il est en train de démarrer, c'est avec France Ville et Territoires Durables, qui est une association que vous connaissez probablement, qui regroupe à la fois des entreprises, des collectivités, des académiques, des opérateurs nationaux. L'idée dans le cadre d'un outil qu'ils ont imaginé devenir un outil qui permet notamment d'avoir un diagnostic territoire par territoire et des indicateurs qui permettraient de regarder dans quelle mesure est-ce que le développement de leur territoire est soutenable. Euh, euh, L'idée est de pouvoir à la fois aller regarder, notamment avec nos collègues de MESAP, regarder quels sont les indicateurs qui seraient pertinents et de pouvoir proposer des méthodos qui permettent de croiser des données qui sont très hétérogènes, donc d'aboutir à ces indicateurs-là, euh, et une visualisation qui serait accessible à l'ensemble de l'échelle euh, de décision d'un territoire, c'est-à-dire du président, du maire, jusqu'aux services aux services techniques qui sont en lien avec la mise en œuvre des politiques publiques territoriales. Donc, on va travailler avec plusieurs territoires, dont le premier qui a topé, qui est la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, en vue de pouvoir co-construire avec eux un tel outil de décision, avec en mettant évidemment on a mis en garde aussi sur les biais possibles, etc., avec un appui méthodologique, un doctorant qui travaille avec nous et de l'ensemble de l'équipe du SIVDBI, et qui permettrait, en tout cas pour la communauté de chercheurs et de chercheuses, de pouvoir rentrer en discussion autour de cette méthode-là. Voilà. Euh, A priori, donc là on démarre, on devrait pouvoir avoir quelque chose de finalisé en 2026, en vue notamment de pouvoir éclairer les futures politiques publiques avec des indicateurs et des données qui sont disponibles sur les territoires, chez les opérateurs nationaux également. Voilà. Euh, alors, pour la rentrée, a priori au mois de septembre, a priori, la première version de la plateforme de données sera disponible. On va également monter des ateliers avec l'ensemble de la communauté pour finir la construction de la plateforme de manière collective. Euh, on a, enfin, monter un outil comme ça, c'est extrêmement chronophage, extrêmement difficile au regard de la variété des données.
Et cela pose effectivement des questions, et des problématiques autour du respect de la réglementation, hein. Voilà, je rentre dans des choses qui peuvent être pas très sympas, autour des questions RGPD et autour des questions de sécurité système d'information, notamment quand on héberge des données qui peuvent être identifiantes. Voilà. Et donc, on va aussi organiser de la sensibilisation autour du respect du RGPD et des règles qui permettent de rester en sécurité, de mettre en sécurité ces données. On a passé il y a quelques jours l'homologation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information interne à l'université et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En parallèle, on met en place des modules en e-learning sur la plateforme Moodle de l'Université Gustave Eiffel en vue de former les personnes qui souhaiteraient utiliser la plateforme ou se sensibiliser à l'ensemble des problématiques que j'ai évoquées et que l'on a évoquées collectivement durant cette présentation. Voilà, donc nous, on est tout à fait ouverts pour ouvrir une discussion avec vous, des questionnements, etc. Euh, on est preneur de toute remarque et de toute attente vis-à-vis du système d'information. Et voilà, je vous propose de passer aux questions auxquelles on sera ravi de répondre ou des contacts que l'on peut prendre en marge aussi pour qu'on puisse se rencontrer. Merci. Merci beaucoup, Feriel. Donc, on se tourne vers la salle, en effet. Est-ce qu'il y a des questions, des contributions? Je vais peut-être poser une question, c'est pas, enfin, une question pour la salle. Si vous avez des besoins en formation ou des propositions d'ateliers, etc., pour la rentrée, on va faire au mois de juin, la fin juin, début juillet, on va faire la programmation pour l'année universitaire qui arrive. On est ouvert à toute proposition, voilà, dans le scope de nos compétences. Guillaume. Oui, une petite question peut-être pour lancer le débat. On travaille de plus en plus en recherche avec des bases de données absolument énormes qui ont beaucoup de mal à être gérées par un ordinateur personnel, hein, tout simplement. Euh, donc, est-ce que vous avez des solutions techniques pour fluidifier un petit peu le travail, notamment partager ces bases de données quand on est plusieurs à travailler dessus, des solutions de stockage, etc. Je peux répondre, mais les collègues peuvent aussi. Tasnim, on t'a pas entendu. Oui, bah déjà, merci Guillaume pour la question. Attends, je vais mettre ma caméra peut-être, c'est plus sympa. En fait, je t'ai très légèrement parlé d'Hexadone, mais en soi, ça répond à la question avec les enjeux techniques, notamment de croisement de données hétérogènes en très grande quantité. Donc ça, c'est littéralement le big data. Alors, pour ce qui est de travailler à plusieurs sur la plateforme qu'on souhaiterait lancer en prod en septembre, on va dire, à la rentrée scolaire, il y a la possibilité d'utiliser les notebooks, notamment Jupyter Notebook. Si tout le monde voit à peu près ce que c'est, pour résumer, c'est comme des pages de carnet où on peut lancer des calculs, faire de la programmation. Ça va très bien avec Python, mais avec R aussi et d'autres langages de programmation sur demande, si possible, pour que nous on puisse les intégrer. Et pour ce qui est aussi du partage de bases de données, ça marche de la même manière avec Hexadone. Il y a possibilité de faire des requêtes. Donc comme a dit Ferrel, nous on n'est pas là pour faire de la redondance de données. Il y a toute une partie des données qui sont déjà existantes, notamment de l'open data,
C'est appelé par le biais du streaming. Donc des requêtes simples pour appeler les bases de données qui existent déjà avec des API par exemple. Et par exemple, si c'est des bases de données que vous utilisez sur vos ordinateurs et on espère que ça ne se fera plus de cette manière dans les années à venir, parce que c'est pas la meilleure méthode, c'est de travailler avec du batch, donc des données en local sur Hexadone, puis ensuite ce qui est récupéré pour éviter d'avoir trop de stockage, c'est les résultats qu'ensuite vous allez publier ou faire ce que vous voulez avec. Voilà, pour vos travaux de recherche. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à la question. Quand on va lancer en prod et on va faire des formations aussi avec sur la plateforme Moodle dont Lou vient de parler à l'instant, pour comprendre comment ça marche. En plus, c'est de la formation aussi pour nous au sein du SCVDBI, donc c'est donnant-donnant. Euh, Ce sera sous forme de webinaire ou si vous avez aussi des propositions d'ateliers qui vous arrangent le mieux, ce serait sympa de nous faire un petit retour par mail ou tout simplement euh, si vous nous croisez. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, assez bien. Tu me connais, hein, je suis de la vieille école, j'aime bien avoir mes données sur mon disque dur, etc. Oui. Donc ça suppose un changement d'habitude, donc ça veut dire à la fois proposer une solution technique, mais aussi, comme tu dis, la Mm. formation qui est importante. Et savoir aussi éventuellement si ce type de formation et de solution, vous l'ouvrez à d'autres gens que la communauté VDBI, parce que je suis sûr que parmi mes collègues, même ceux qui ne travaillent pas sur la ville, seraient intéressés par ce genre de choses. Oui, oui, complètement. Je sais pas exactement comment on va procéder, mais en fait, vu que c'est un projet national, le but c'est d'adapter des méthodologies qui s'appliquent à toute forme de travail, notamment avec les bases de données, quel que soit le type, semi-structuré, structuré, bref, big data. Voilà. Vous avez d'autres questions? Alors moi, je veux insister, hein, c'est un vrai changement de paradigme, hein. Ouais. Voilà. C'est un vrai changement de paradigme sur la manière dont on traite les données habituellement. Guillaume a raison. On avait l'habitude de traiter nos données sur nos machines avec un outil SIG ou avec des outils de traitement statistique. Et on se rend compte quand on évoque les questions urbaines, on est sur des questions qui sont systémiques avec des variétés et des volumes de données qui peuvent être conséquents. Et on n'a pas nécessairement l'ensemble des algorithmes, parce qu'on n'est pas tous experts, l'ensemble des algorithmes qui savent traiter, voilà, croiser des données hétérogènes à des échelles différentes. On n'a pas nécessairement l'ensemble des techniques qui permettent de plutôt d'adresser la sémantique de la donnée que les attributs des données, etc. Et par conséquent, nous, on vient aussi fournir une expertise sur ces questions-là. Voilà. Vous avez des données économiques avec des données, des flux urbains et avec je sais pas, hein, avec des données GSM, de connexion GSM par exemple. Moi, je vous fais le pari que vous n'arrivez pas à traiter ça sur vos ordinateurs. Voilà. Et a priori, on saura traiter ça sur les serveurs chez nous avec des outils adaptés. Donc tous les outils qu'on a choisis, on a choisi un intégrateur de logiciels qui s'appelle Hexadone, c'est Orange en fait, hein. Et c'est que des outils open source qui sont dedans. Tout le cœur, c'est des outils open source. Voilà, donc disponibles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien reproduire ça chez vous. À Voilà. part un À outil. part un qui permet la visualisation des données, qui est DigDash. Voilà, par des indicateurs. Merci. Et Il y avait une... Voilà. Thibaut, ouais. Thibaut. Ah oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais une question surtout sur les projets que vous avez présentés.
J'ai vu que peut-être certains peuvent faire partie des publications de recherche. Au moins, j'ai vu Sageo 2025 sur celle d'Ophélie, je pense. Est-ce que vous avez prévu de publier toutes ces activités? Est-ce qu'il y a certains qui vont faire peut-être partie des articles ou certains qui peuvent être mis à disposition sur le site? L'information est peut-être sur le site, il faut peut-être que je creuse, mais je suis assez curieux. C'est vrai qu'on a Euh, oublié c'est- d'enlever, enfin, on a enlevé la slide publication. Il y en avait une qui était prête. Mais, du coup, oui. Enfin, Tout est sur HAL. oui, voilà, c'est ça. Tout est sur Très HAL. bien. Comme Parfait. comme nous le demande l'ANR. Tout est sur HAL. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Hervé. Tout est sur HAL sauf les cartes parce qu'ils ne veulent pas des dispositifs participatifs. Oui, c'est vrai. Ça sera sur le site web. Pardon. Hervé. Bonjour Feriel, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Je suis au sein du projet Trace en charge d'édicter à mes collègues sur le terrain les règles à utiliser pour collecter la donnée, l'archiver, la stocker pour un traitement repoussé plus tard, lorsque toutes les expérimentations auront été conduites. Est-ce que il serait possible de savoir dès maintenant les spécifications de la plateforme que vous allez proposer ou le type de méthodes, d'outils, de résultats qu'on pourrait en attendre de façon à ce que j'évite de partir dans des directions qui ne seraient pas compatibles avec la vôtre ou qui ne mobiliseraient pas les capacités de votre plateforme. Alors, je peux te faire une demi-réponse. Je peux te faire une demi-réponse. En gros, est-ce que je continue à perdre mon temps à chercher les outils qu'il faut et les plateformes qu'il faut, ou est-ce que j'attends septembre pour commencer à travailler et à, comment dire, à donner des bonnes pratiques, à édicter des bonnes pratiques pour les collègues? Alors, je vais te faire une demi-réponse. Et la première demi-réponse, c'est qu'il faut qu'on se voit. Je crois on a fait avec l'ensemble là, on a commencé à prendre des rendez-vous avec l'ensemble des projets. Je crois qu'en plus demain, demain je vois le projet Waouh, par exemple. Voilà, autour de ces questions-là. Il faut qu'on Mhm. se voit pour regarder quelles sont les données que vous souhaitez mobiliser ou des données que vous souhaitez acquérir, collecter, etc. Ça, c'est la demi-réponse qui est plutôt molle. Et la réponse qui est plutôt, et la vraie demi-réponse, c'est on a choisi un outil agnostique. C'est-à-dire, grosso modo, pour résumer, grosso modo, tu peux mettre à peu près n'importe quoi. À peu près n'importe quoi, à partir du moment où le format il est lisible, c'est-à-dire que c'est du texte en clair, Mhm. voilà. On peut te conseiller sur un format de données, voir une structuration de ta donnée, comment tu veux mettre les attributs, comment tu veux les encoder, avoir un dictionnaire de données, etc. Ça, on peut te conseiller là-dessus pour constituer ta base de données. Mais ensuite, c'est agnostique. C'est-à-dire que si tu as un fichier, je vais parler comme informaticien, un fichier GeoJSON et que tu veux le stocker, tu peux le stocker et tu pourras le mobiliser, tu vas pouvoir l'afficher sur la plateforme. Si tu as un fichier en CSV, tu vas pouvoir le stocker, tu vas pouvoir l'afficher. Mhm. Si tu as des fichiers qui sont des fichiers hyper propriétaires qu'on ne saura pas ouvrir, voilà, tu vois, avec des outils. D'accord. Voilà. Mais en gros, tous les formats qui sont ouverts, on saura les ouvrir, a priori, les afficher. Mais après, on a des préférences. Voilà. Voilà. Moi, je Mhm. pense qu'il faut qu'on discute des préférences. Ok. Typiquement, Voilà, on est plus GeoJSON que Shapefile, par exemple. Tu vois. on On essaie de trouver pourra, un euh, peu on pourra vous exactement. envoyer la liste de toute façon des logiciels qui sont intégrés dans Hexadone. Ouais. Oui, 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 et aussi, faut qu'on voit quand est-ce qu'on peut discuter de ça, en vrai. Et on a du mal à trouver un rendez-vous. Oui, oui, oui. Ça nous permet de aussi remonter les besoins pour, par exemple, intégrer des briques supplémentaires à la plateforme Hexadone. On a aussi fait un sondage, bon, ça commence à dater un peu, mais une enquête qui recenserait toutes les données que potentiellement vous utiliserez
euh, dans vos projets de recherche. Mais Ok, normalement, si on fait les entretiens projet par projet, enfin, on aura la réponse à ces questions. ok, Il y très a bien. aussi, il y a aussi un élément qui est important, c'est si vous sollicitez des données, enfin des opérateurs sur lesquels vous avez du mal à obtenir les données, ou des entreprises sur lesquelles vous voulez des données, vous avez du mal à les obtenir. Nous, on a toute la chaîne de disponible à l'échelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, Mhm, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, machin ne veut pas filer la donnée, on ne veut pas nous la prêter. Quelles sont les modalités avec lesquelles vous voulez bien nous prêter la donnée ou nous la mettre à disposition sans l'ouvrir? Est-ce qu'il faut la payer? Est-ce qu'il ne faut pas la payer? Combien? Etc. Voilà. Voilà. Donc ça, on peut solliciter les AMDAC. Donc en gros, c'est les administrateurs ministériels des données et des algorithmes et des données. Et ça, moi, je peux les solliciter sur une liste bien précise. On a besoin de la donnée chez SFR, de je ne sais pas quoi. On sollicite directement le ministère et ensuite, ça se négocie en interministériel. Ça, on peut le faire. Et c'est là où le PEPR, il a cette capacité d'interroger les tutelles et l'interministériel sur des questions comme ça. très Et bien. on a aussi des conventions. En fait, ça, c'est l'arsenal technique, mais il y a aussi un arsenal, c'est pas juridique au sens de la loi, mais on va dire d'encadrement qu'on a vu aussi en interne nous, qui permet de fluidifier aussi ces relations-là. Que ce soit avec vous, entre vous et nous, qu'entre vous et des fournisseurs de données, qu'entre nous et des fournisseurs de données. Bien, Julia. merci. Ouais. Merci Hervé. On se voit bientôt. Oui, bonjour. Et j'en profite pour dire bonjour à toute l'équipe, hein. Moi, j'avais une petite question juste sur parce que je crois qu'on en avait déjà discuté il y a un certain temps, Feriel, mais plus sur le lien qu'il peut y avoir sur le sujet data entre les différents PEPR. C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a des discussions communes sur ce sujet entre les différents PEPR qui tous, en gros, vont traiter de la data, hein, clairement. Et est-ce que côté, je sais pas, ANR, ministère de la Recherche, tout ça, il y a un sujet global autour de ça, ou alors chacun finalement a sa façon de fonctionner sur la donnée, et puis on partage peut-être des bonnes pratiques, mais voilà, j'avais une question autour de ça. Je sais pas s'il y a des choses qui sont des réflexions, des liens. Ouais, je peux faire aussi une demi-réponse. Euh, Normalement, oui, il doit y avoir une coordination entre les PEPR sur ces questions-là, voilà, notamment dans le cadre des agences de programme. Euh, voilà. La réalité, c'est que on s'adresse surtout aux PEPR qui sont voisins. Donc, bah, sur Gustave Eiffel, on en copilote deux. Mobideck, bah, il y a Lucille qui est la chef de projet Mobideck et VDBI. Donc là, les liens sont assez naturels entre mobilité et ville. Et puis, il y a d'autres PEPR sur lesquels on a des atomes crochus. Je pense aux PEPR IA, notamment Mhm. qui sont à la recherche de cas d'usage pour tester des capteurs, des capteurs qui embarquent de l'IA sobres et frugaux dans des collectivités ou dans des projets. Donc, on a des liens avec ce PEPR-là assez étroit, avec le PEPR sur la décarbonation, c'est quoi? C'est solutions fondées sur la nature, pardon. Voilà. Voilà, il y a des PEPR sur lesquels on est assez proche du fait de la thématique. Mais voilà, normalement, il doit y avoir une coordination dans les agences de programme entre les PEPR. Oui, on est en train de discuter aussi avec les collègues pour voir comment on peut mieux intégrer les PEPR dans nos communications, enfin dans les rencontres scientifiques. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose à voir plutôt du côté pilotage parce que c'est quelque chose d'un peu global. Mais le PEPRIA via le projet Émergence, qui est un projet ciblé, qui est un projet très très intéressant. Mm. On avait fait un petit atelier, mais je crois qu'il y avait très peu de personnes des projets qui étaient venus, mais on a eu beaucoup de chercheurs euh, pour voir comment est-ce qu'effectivement, en fait, eux, c'est pas tant les standards de data, c'est utiliser ces technologies émergentes sur vos données-là. Ouais. Mm. Ok.
Merci. Peut-être Lucie, tu peux peut-être dire quelque chose sur Oui, Moby-Deck? Ouais. j'allais ajouter, en fait, moi je suis chef de projet pour le PEPR Mobilitech, donc décarbonation et digitalisation des mobilités, pardon. Et en fin de compte, nous, on n'a pas de centre opérationnel, on a des projets ciblés qui sont complètement l'équivalent. Et notamment, on en a un qui s'appelle Mobsy Data Factory, qui est vraiment l'équivalent de SIVDBI. On cherche quasiment, à peu de choses près, hein, je ne vais pas dire qu'on va faire la même chose parce que ce n'est pas complètement le cas, mais on a les mêmes objectifs. Nous, on a des liens avec également les PEPR énergie et décarbonation comme Spleen. Et du côté de Spleen, c'est la même chose. Ils cherchent aussi, enfin, ils ont aussi des objectifs similaires à ceux à DBI, à Mobsy Dot Factory, c'est également des projets ciblés chez Spin. Mais ce qui manque effectivement à l'heure actuelle, c'est une coordination de tout ça au niveau plus gouvernance, mais j'appellerais ça gouvernance plutôt carrément ANR, pas juste la gouvernance des PEPR, parce qu'on ne peut pas tous se connaître sans avoir quelque chose qui chapeaute en fait tout ça, qui contraint un peu. Alors, du côté des PEPR et énergie, on doit se rencontrer. C'est une initiative du CNRS le 24 juin pour voir comment on peut travailler, collaborer tous ensemble, où on peut aller. Alors, pas uniquement sur ces sujets-là, hein, c'est très global comme réunion pour une toute première rencontre. Mais bon, des choses se mettent en place. On va voir ce que ça donne. Mais on est en manque et côté Mobideck, on est aussi en demande auprès de l'ANR pour essayer de coordonner tout ça. Le Pepper Cloud aussi pourrait parler et à VDBI et à Mobideck et à d'autres Pepper, mais on n'a pas les connaissances, on ne se connaît pas en fait. C'est- Donc c'est un peu, ça met la mise en relation, ça provoque une mise en relation un petit peu plus complexe puisqu'on ne connaît pas les gens. Voilà. Ok, merci en tout cas pour le retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Du coup, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre les quelques minutes qui nous restent pour remercier tout le monde. Déjà, alors, surtout l'équipe SIVDBI pour la présentation. Et merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Et vous donner aussi quelques rendez-vous. Donc d'abord, rendez-vous pour le prochain webinaire de la ville durable et des bâtiments innovants qui aura lieu le 3 juin et qui sera une présentation du projet VF2+. Donc voilà, Lucie Merlier est avec nous aujourd'hui. Donc voilà, c'est la prochaine. Et également pour vous donner rendez-vous, parce qu'on a eu les dates pour nos journées régionales, c'est tout frais, ça vient d'arriver. Donc rendez-vous début novembre, pardon, entre le 3 et le 5 novembre pour nos prochaines journées nationales scientifiques qui auront lieu à Aix et Marseille. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Feriel, et merci à toute l'équipe. Merci, Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.